Noisette. Fruit du noisetier. Petite coque contenant une amande comestible. C'est la définition du Robert. Mais dans le vocabulaire de mon pote Michael, le prénom a été changé, c'est une brunette au visage commun mais sans défaut, mesurant moins d'1,70 m et en fait plutôt 1,65 m, plutôt mince, autour de 50 kilos ou moins. La noisette, selon Michael, c'est une des raisons de mon célibat. Elle est le Paul Allen de Patrick Bateman. Vous savez, le personnage d'American Psycho. Celui qui entre dans une folie meurtrière, entre autres parce que son collègue, Paul Allen donc, a des cartes de visite plus belles que les siennes. Enfin, et un peu plus que ça, mais moi c'est le détail sur lequel j'ai accroché. Ou pour faire simple, la noisette, c'est une meuf qui a le succès du blond, le sketch de Gad Elmaleh, sans avoir son talent, sa perfection. Oh oui, je sais, toutes mes références sont hyper anciennes. Mais ouais, voilà, c'est le plus adéquat comme comparaison, je crois. Donc la noisette, selon Michael, c'est une coquille vide qui plaît très, très fort à la majorité des hommes et qui ne laisse aucune chance aux meufs comme moi. Celles qui font plus d'1,70 m et qui pourraient être plus minces. Des meufs qui arrivent à rire de leur solitude parce qu'elles sont cool et spirituelles. Le genre de meuf qu'on introduit à ses potes en soulignant elle est drôle, sous-entendu, t'auras pas envie de la pécho parce que c'est pas la plus fraîche, mais tu verras. Tu vas passer un bon moment avec elle. Allez, avouez que vous avez déjà craqué sur une noisette. Que vous avez déjà jalousé une noisette. On en connaît tous une meuf mignonne sans plus, qui n'a absolument rien à dire. Bah ouais, personne n'est parfait. Donc, dans la digression numéro 14, je vous ai promis de vous raconter l'histoire d'une obsession amoureuse qui a accaparé 7 ans de ma vie. C'est le moment de poursuivre cette histoire. Je vous parlais de ce garçon au regard vide, dont j'étais tombée sous le charme au premier regard. Au début, je le trouvais pas vraiment attirant, pourtant je l'étais, irrésistiblement attirée. Enfin, j'étais en plein déni surtout. J'avais déjà quelqu'un dans ma vie, avec qui j'avais décidé de poursuivre notre relation à distance, parce que j'y croyais, puisque c'était l'homme de ma vie. Enfin, l'homme de ma vie était un jeune homme à l'humour décalé. Il avait un humour parfait pour faire rire les personnes âgées. C'était un garçon mal dans son époque, sensible, sujet à la dépression, généreux, altruiste en fait. Je l'aimais parce qu'il était tout ça, je crois. Et le retrouver me donnait l'impression de retrouver un refuge. Le regarder dans les yeux me suffisait pour me sentir apaisée de toutes les angoisses qui me tourmentaient. Ouais, moi aussi je suis sujette à la dépression. Enfin, on était fait l'un pour l'autre. Même si beaucoup de gens le trouvaient trop beau pour moi. Mais c'est une histoire pour un autre épisode. Bien sûr qu'il m'a manqué à la minute où j'ai su que je devais partir. Me retrouver loin de lui était difficile. Je crois qu'il m'est arrivé de pleurer dans les coins parce que je ne savais pas quand je le reverrais. Parce que j'avais raté son appel, parce que j'avais le sentiment que pour diverses raisons, ça ne tiendrait pas. Les seuls moments où je l'oubliais étaient ceux où je voyais celui au regard vide. C'était peut-être ce mélange de tension et de répulsion que je ressentais dès qu'il apparaissait dans mon champ de vision. Aujourd'hui encore, je peine à comprendre pourquoi ce petit mec sans charisme et mal dans sa peau me troublait autant. Je n'étais pas la seule. Quand on sortait boire tous ensemble, il était régulièrement la cible de tout un tas de filles qui décidaient de l'ignorer après s'être jetées sur lui pour lui voler des baisers, sur un son claqué des Black Eyed Peas. Ces baisers, il ne les rendait jamais.
et ces filles ne l'intéressaient pas. Le mec au regard vide ne parlait jamais de sentiments. Il se montrait même particulièrement gêné lorsque quelqu'un parlait de sexe ou de sa vie amoureuse. Il prenait une expression lasse et affligée et quittait le groupe quand il le pouvait. Dès qu'il le pouvait. Les rumeurs disaient qu'il n'aimait pas les femmes ou qu'il n'avait jamais goûté au plaisir du sexe à deux. Moi, je me disais qu'il n'était peut-être qu'un romantique, que les usages de nos contemporains en matière d'amour et de sexualité dégoûtaient. C'est en tout cas ce que je ressentais moi à cette époque de ma vie, si je me souviens bien. Je ne suis pas vraiment sûre. Quoi qu'il en soit, son refus de laisser parler son taux d'alcool et de céder aux appels de la vie nocturne me le rendait un peu plus sympathique. Le fait est qu'on se parlait peu. Et quand on le faisait, cela finissait toujours par prendre la forme d'une joute verbale. J'insultais ses goûts vestimentaires, lui mes goûts musicaux. On se contredisait infiniment en essayant de dire la même chose. Le reste du temps, on passait d'un extrême à l'autre, s'ignorait ou se regardait avec dégoût. Au fond, je voulais juste lui parler. J'étais comme sous l'emprise de ma propre exaltation à la seule idée de le voir. Et tout ce qui se passait à son contact, que cela soit positif comme négatif, avait un goût aigre-doux. Et j'adore cette sauce. Les gens ont commencé à se demander ce qui s'était passé entre nous. Ils voulaient savoir pourquoi nous étions si agressifs l'un envers l'autre. Cette question revenait un peu tous les jours, à chaque fois que nous pourrissions l'ambiance collective avec nos joutes verbales. Je ne sais pas ce qu'il leur répondait, mais moi, je disais que c'était un connard, qu'il était horrible, et que je pouvais pas le voir. Ouais, complètement immature malgré le fait que j'étais, je crois, j'étais au milieu de ma vingtaine. Ridicule. À chaque fois que j'essayais de lui parler, je cherchais à dire quelque chose qui me démarquerait de tous les gens auxquels il adresserait la parole dans sa journée, si ce n'est sa vie. Je m'étais interdit d'être douce, drôle ou charmante. J'avais déjà quelqu'un. Alors je choisissais la violence. Je voulais être cruelle. Je voulais provoquer une réaction en lui. Peu importe pourvu qu'il réponde, qu'il me regarde, qu'il me voie et peut-être comprenne. Mais ça n'arrivait pas. À force de subir les questionnaires de ceux qui nous entouraient sur nos interactions violentes, l'un d'entre nous, je ne sais plus lequel, a souhaité faire une trêve. J'ai adoré ce moment. Le sourire franc, sincère, qu'il me servait à la fin de notre discussion. La façon qu'il avait de passer sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises, par habitude mais aussi par gêne. Plus qu'attiré, subjugué. J'imaginais que cette entente cordiale dont nous avions décidé finirait par se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort. Une amitié pour commencer. Mais c'était difficile de parler avec lui, très compliqué même. Il ne prenait absolument rien au sérieux. Tout devenait une blague. J'ai fini par comprendre que le domaine de son intimité était si grand qu'il était presque impossible d'en découvrir les limites. Tout le gênait. Pour parler avec lui, vraiment échanger, il fallait surprendre les expressions qui lui échappaient lorsqu'il ne parlait pas. Il fallait lui poser un casque sur les oreilles et attendre patiemment que son regard croise le vôtre. Il fallait faire tourner un vinyle et laisser le son envahir l'espace et, comme lui, prétendre se perdre dans la profondeur et la subtilité des notes qui occupaient l'air. Grâce à cette trêve, on s'est rapprochés sans même s'en rendre compte. Mais nous n'étions pas vraiment amis. C'était encore un stade intermédiaire, quelque chose qui n'existait peut-être qu'entre nous, une relation fondée sur des règles tacites. Je ne devais jamais le toucher et éviter de parler de sentiments. Il ne ferait jamais de commentaires sur mon physique,
Je ne le questionnerai pas sur sa vie amoureuse. Il restait la musique, les ragots, les vannes, le cinéma et tellement de tease. On commençait souvent les soirées chez lui. Et souvent, on était si bien qu'on ne rejoignait jamais les autres avant que la soirée soit prête de toucher à sa fin. Complètement ivre. J'arrivais encore à résister à l'envie de poser ma main sur la sienne, à lui dire que j'aimais ses lèvres et son sourire qui révélait une dentition souillée par les clopes et le binge drinking. Je crois qu'il le voyait dans mon regard, mais préférait l'ignorer. Lorsqu'on finissait par arriver à ces soirées, il disparaissait et je passais ma nuit à le chercher, juste l'avoir dans mon champ de vision. Ça suffisait à faire naître en moi une sorte de contentement niais, ridicule. Un de ces soirs-là, je l'ai vu porter ce même regard sur cette fille qui n'avait absolument rien à voir avec moi. Elle correspondait parfaitement à cet idéal de douceur et de finesse censé représenter la féminité. Elle avait l'air petite et fragile à côté de lui. Elle souriait beaucoup. Elle riait à gorge déployée à ses blagues. Elle n'était pas au bord du coma éthylique. Bien sûr qu'elle était plus qu'une pauvre noisette et qu'il la regardait comme moi je le regardais lui, parce qu'elle avait de l'esprit et que celui-ci s'accordait à merveille avec les proportions de son corps qu'elle affamait pour tous les autres, sauf lui. N'empêche qu'à ce moment-là, parce que j'avais besoin de croire que je restais une option à ses yeux, ou au moins qu'il me préférait pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure, elle m'apparaissait comme la plus majestueuse des noisettes, la plus belle des coquilles vides. Et il finirait bien par s'en rendre compte. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur les plateformes de streaming, à vous abonner au compte Le Podcast de la Meuf Inutile sur Instagram et Threads. Bref, show me the love. Bisous.